Un pays enclavé a récemment fait reculer un prix que beaucoup considéraient comme intouchable. Dans les zones rurales, le riz se vend désormais moins cher, alors que dans les villes, les prix restent élevés, créant un contraste troublant qui remet en cause les mécanismes habituels du marché. Que révèle réellement cette divergence pour les populations concernées? Et pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve-t-il associé à une transformation qui dépasse largement la question du riz? Car derrière cette évolution discrète se joue un changement plus profond, capable de redéfinir la sécurité alimentaire et l'équilibre économique. Cette analyse ne cherche pas à provoquer par l'émotion, mais à éclairer des mécanismes que beaucoup mentionnent sans jamais les relier entre eux. Elle permet de comprendre ce qui relève du signal conjoncturel et ce qui annonce, plus discrètement, un changement de trajectoire. Rien ici n'est anecdotique. Ignorer cette séquence comporte un risque précis, interpréter les faits de manière fragmentée. Une baisse observée à un endroit peut sembler marginale, une contradiction entre zones rurales et urbaines paraître temporaire, et une évolution économique être réduite à une simple fluctuation de marché. Sans mise en perspective, ces lectures partielles entretiennent des diagnostics erronés et des attentes mal calibrées. Rester attentif jusqu'au bout offre autre chose, une compréhension plus fine des équilibres en place, de ceux qui commencent à se déplacer, et des raisons pour lesquelles certaines décisions actuelles produiront des effets durables, bien au-delà de leur apparence immédiate. La baisse du prix du riz n'est pas une rumeur isolée ni une anomalie locale. Elle constitue le premier signal visible d'un mouvement plus large qui traverse silencieusement l'économie burkinabé. Un chiffre suffit à en mesurer la portée. En septembre 2025, l'inflation officielle bascule en territoire négatif, autour de moins 4 avec une contraction encore plus marquée sur les produits alimentaires. Pour un pays habitué à une pression constante sur les prix, ce renversement est rare et significatif. Le point de départ ne se situe pas dans les bureaux, ni dans les communiqués, mais dans les zones de production, dans plusieurs régions agricoles. Les rendements augmentent nettement, les sacs s'accumulent au point de collecte, les volumes disponibles dépassent les besoins immédiats, et les producteurs accélèrent les ventes. Cette abondance relative pousse les prix à la baisse à la sortie des champs, indépendamment de toute décision politique annoncée. La situation devient plus complexe lorsqu'elle atteint les centres urbains. Les marchés des grandes villes continuent d'afficher des prix élevés, alimentant un sentiment de contradiction. Cette inertie s'explique par des stocks achetés à coût élevé, des frais de transport persistants et une prudence accrue des intermédiaires, marqués par des années de pénurie et de volatilité. C'est dans cet écart que se joue l'essentiel. Les agriculteurs réagissent à une offre renforcée, tandis que les marchés urbains restent ancrés dans une logique de risque. Les deux réalités coexistent sans se contredire, mais elles signalent un déplacement progressif du centre de gravité alimentaire. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'initiateur immédiat de la baisse que comme le symbole d'une phase où la production locale commence à peser davantage que les importations dans l'équilibre national. Ce glissement, encore discret, prépare des effets qui dépassent largement la seule question du prix du riz. Cette lecture se veut crédible, capable de relier les signaux du terrain aux dynamiques institutionnelles. Ce rôle n'est pas celui d'un observateur extérieur, mais d'un pouvoir exécutif confronté à des contraintes immédiates de sécurité alimentaire, de stabilité sociale et de légitimité économique. Dans cette phase, la figure d'Ibrahim Traoré sert de repère analytique, non pas comme l'auteur direct de chaque variation de prix, mais comme le visage politique d'un moment où la production locale commence à reprendre du poids dans les arbitrages nationaux. Son discours public insiste sur l'autosuffisance, la transformation locale et la réduction de la dépendance, tandis que les effets concrets émergent d'abord dans les champs, puis dans les flux. Les premiers impacts apparaissent là où les tensions étaient les plus vives. Dans certaines zones rurales, la pression sur les ménages se relâche légèrement. Non parce que la vie devient moins chère partout, mais parce que la peur d'une pénurie immédiate recule. Les producteurs, eux, font face à un dilemme nouveau, vendre vite à un prix plus bas ou stocker dans l'incertitude. Signe que l'équilibre s'est déplacé. Un second effet se manifeste au niveau administratif. Les autorités disposent d'une marge de manœuvre accrue face aux chocs externes, qu'il s'agisse des frontières, des devises ou des marchés internationaux. Cette marge reste fragile, mais elle modifie déjà la manière dont les risques sont évalués. À ce stade, rien n'est encore stabilisé, mais un seuil a été franchi. La question alimentaire n'est plus seulement subie, elle commence à être gérée, et cela change la lecture de tout ce qui suit.
Tout commence sans annonce officielle, pas de discours, pas de décret, un simple mouvement au niveau des champs. Les producteurs constatent des rendements plus élevés que prévu. Les sacs s'accumulent, les volumes deviennent visibles. La première fissure apparaît lorsque vendre immédiatement devient plus rationnel que conserver. Puis la mécanique s'enclenche. Les prix à la sortie des exploitations fléchissent. L'information circule rapidement, de téléphone en téléphone, d'un marché rural à l'autre. Les acheteurs constatent la même chose dans plusieurs zones. Ce n'est plus un cas isolé, c'est un signal. La phase de déclenchement est courte. En quelques semaines, l'idée d'une rareté permanente se fissure. Les producteurs ne parlent plus de survie, mais d'écoulement. Les transporteurs multiplient les rotations. Les centres de collecte voient l'an passer des volumes inhabituels. L'offre commence à peser sur les décisions. Vient ensuite la montée en tension. Les villes, elles, ne suivent pas. Les étals urbains affichent encore des prix élevés. Les ménages ne ressentent aucun soulagement immédiat. La contradiction s'installe. Dans les conversations, le doute grandit. Comment expliquer un riz moins cher à la campagne et toujours cher en ville? Les intermédiaires réagissent avec prudence. Ils écoulent des stocks achetés à des coûts plus élevés. Ils intègrent le carburant, le transport, le stockage. Ils se protègent contre un retournement qu'ils ont trop souvent connu. Chaque décision est ralentie par la mémoire des pénuries passées. Pendant ce temps, les indicateurs macroéconomiques basculent. L'inflation alimentaire recule fortement. Puis, l'inflation globale passe en territoire négatif. Ce basculement ne résulte pas d'un effondrement de la demande. Les marchés restent actifs. Les ménages continuent d'acheter. La seule variable capable d'expliquer ce mouvement est l'offre. La pression monte d'un cran. Lorsque plusieurs céréales suivent la même trajectoire, la baisse ne peut plus être ignorée. Riz, maïs, mil, sorgho. Le phénomène s'étend. Ce n'est plus une correction ponctuelle, mais un effet de masse. Arrivent alors les premiers effets de résonance. Les producteurs s'inquiètent de leurs marges. Les autorités surveillent le risque inverse. Trop d'abondance. Trop vite. Les acteurs privés hésitent à investir sans visibilité sur la suite. La baisse des prix, bénéfique à court terme, soulève de nouvelles fragilités. La phase de rémanence s'installe. Les marchés urbains commencent lentement à intégrer le changement, sans rupture brutale. La peur de manquer recule, mais la stabilité n'est pas encore acquise. Les tensions se déplacent, au lieu de disparaître. À ce stade, le mouvement a laissé des traces durables. Il a brisé l'idée d'un système figé. Il a montré que l'équilibre pouvait se déplacer sans crise ouverte. Et il a ouvert une séquence où chaque acteur, du producteur à l'État, doit désormais composer avec une réalité nouvelle. Avant d'aligner des chiffres, un point doit être clarifié. Les évolutions observées ne relèvent ni d'un choc artificiel ni d'un effondrement de la demande. Les marchés restent actifs. Les flux commerciaux continuent et la consommation alimentaire ne s'est pas contractée. Si les prix reculent, c'est parce qu'une force précise agit sur le système. Le premier indicateur concerne l'ampleur du phénomène. En septembre 2025, les données officielles font apparaître une inflation globale proche de moins 4 %. Ce chiffre signifie que, sur un an, le niveau général des prix est inférieur à celui de l'année précédente, une situation rare dans l'histoire économique récente du pays. Le deuxième indicateur précise la nature du choc. L'inflation alimentaire chute encore davantage, autour de moins 5 %. Autrement dit, ce sont les produits essentiels du panier quotidien qui tirent l'ensemble vers le bas, et non des biens marginaux ou exceptionnels. Le troisième indicateur concerne la production. La campagne agricole 2025 à 2026 marque une rupture nette.